En 48 heures, un pays entier doit choisir entre céder son or ou défendre sa souveraineté sous le regard tendu des marchés. Dans ce compte à rebours opaque, deux chiffres, 5 et 6 milliards, transforment une simple dette en menace directe pour le Burkina Faso et son avenir. Que signifie concrètement une telle pression pour des millions de citoyens et pour Ibrahim Traoré, sommé de trancher sous les caméras et dans les coulisses? Si la décision bascule du côté du refus, ce choc pourrait dépasser largement les frontières burkinabées. Ce récit promet d'aller plus loin qu'un simple épisode de négociation de dette en décortiquant la mécanique précise d'un ultimatum présenté comme technique mais vécu comme existentiel. Dès les premières fuites, les expressions Ibrahim Traoré Burkina Faso et Burkina Faso News circulent dans les médias régionaux où l'on tente de mesurer ce que ce bras de fer signifie vraiment. La promesse implicite pour le public est double. Comprendre comment un État considéré comme périphérique peut, en quelques heures, déplacer l'axe fragile d'un système financier qui se croyait immuable, et voir de l'intérieur comment chaque phrase d'un télégramme secret se traduit en décisions concrètes sur le terrain, des mines au ministère. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité africaine, cette séquence devient un test grandeur nature de la souveraineté contemporaine, bien au-delà du seul Burkina Faso. Le spectateur est invité à rester jusqu'au bout pour évaluer, avec ses propres repères, si la décision prise relèvera d'un pari déraisonnable ou d'une affirmation lucide d'indépendance. Le mini-révélateur tient dans 4 pages seulement. À l'aube du 12 août, un document classé secret défense arrive sur le bureau présidentiel avec un sceau du G7 et une exigence claire, le transfert des réserves d'or ou le paiement immédiat de 5 à 6 milliards de dollars. En moins de 20 minutes, cette note devient l'élément déclencheur d'une crise dont personne, ni à Washington ni à Paris, ne mesure encore la portée exacte, alors que les premiers appels s'échangent déjà entre chancelleries. Ce télégramme s'inscrit dans un décor géopolitique déjà tendu. Depuis plusieurs mois, une petite cellule de géologues burkinabés, appuyée par des experts étrangers, a identifié un gisement considérable dans le nord du pays. Lorsque les satellites français détectent des anomalies d'activité dans la zone, les capitales occidentales tirent l'alarme. Le Burkina Faso, longtemps traité comme acteur aligné et prévisible, apparaît soudain comme une pièce incontrôlable dans un échiquier énergétique plus vaste, où l'or reste un levier discret mais puissant. Ibrahim Traoré entre alors en scène, non comme une figure mythifiée, mais comme l'homme placé au centre d'un engrenage qui le dépasse. Le télégramme secret, la menace explicite, l'absence de marge de négociation, et derrière chaque phrase un message implicite, céder ou s'isoler. L'ultimatum ne repose pas seulement sur des chiffres, il parie sur l'idée que le Burkina Faso n'osera pas rompre avec l'ordre établi. Pendant que la formule Ibrahim Traoré Interview commence à apparaître dans certaines recherches en ligne, les marchés financiers de Londres réagissent avant même que la plupart des médias africains ne mentionnent la fuite du document. Dans les cafés de Ouagadougou, la nouvelle circule à voix basse. Dans les bureaux du FMI, on simule déjà l'impact possible d'un choc monétaire si le pays décide de résister ouvertement. Pour les citoyens qui n'ont encore accès qu'à des bribes d'informations, quelque chose a pourtant déjà changé. La sensation diffuse que leur pays, soudain, compte davantage qu'hier dans les calculs des grandes puissances. Pour comprendre l'onde de choc des premières heures, il faut suivre celles et ceux qui en perçoivent immédiatement les effets. Dans les couloirs du ministère des Mines, des techniciens remarquent à 6 heures du matin une hausse inhabituelle de requêtes étrangères sur les bases de données d'exploitation. À 6h30, l'accès est restreint puis coupé. À 7 heures, un ordre tombe. Isoler les serveurs, verrouiller les registres d'exportation, contrôler les accès routiers menant aux principaux sites.
Sur le terrain, les chefs d'équipe miniers deviennent des personnages clés du récit. Dans l'ouest du pays, l'un d'eux raconte comment ses ouvriers ont arrêté les machines quelques minutes après l'annonce radio évoquant l'ultimatum. La surprise d'abord, puis un silence lourd avant que ne s'installe une détermination inquiète. Si les mines constituent le cœur économique du Burkina Faso, elles deviennent aussi le premier observatoire d'une décision politique qui se joue au sommet de l'État. Dans les universités, des étudiants improvisent des cercles de discussion. Certains redoutent un isolement international, d'autres y voient enfin un tournant pour l'Afrique de l'Ouest. Ces débats, relayés par quelques chroniques et par des Burkina Faso News fragmentaires, rappellent que l'ultimatum n'est pas seulement un conflit financier, il est ressenti comme un test identitaire. La journée ne ressemble plus à aucune autre, et la question de fond s'impose déjà, discrète mais insistante. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre sa souveraineté sans se briser? Tout commence par une série de signaux faibles. À 6 heures du matin, au ministère des Mines, des techniciens observent une hausse inhabituelle de requêtes étrangères sur les bases de données d'exploitation. Quelques minutes plus tard, l'équipe en charge de la sécurité numérique restreint les accès. À 6h30, l'ordre tombe: verrouiller totalement les serveurs, isoler les systèmes et couper les connexions distantes. Rien n'est encore visible pour l'extérieur, mais l'appareil étatique se met en mouvement, pièce par pièce, comme si le pays pressentait qu'un choc imminent approchait. À 7 heures précises, les registres d'exportation sont gelés. Les équipes techniques reçoivent des instructions strictes. Suspendre toute activité non essentielle, contrôler les flux internes, éviter les manipulations sensibles. Sur le terrain, les directeurs des sites miniers alertent leurs équipes. Dans l'ouest du pays, un chef d'unité raconte que les machines ont été arrêtées en moins de 2 minutes, dès que la radio locale a mentionné l'existence d'un ultimatum. Le silence qui a suivi fut bref, dense, presque lourd, avant de laisser place à une vigilance déterminée. Les mines, jusque-là simples lieux de production, deviennent soudain les premiers capteurs d'une tension qui grimpe. À 8h30, un message confidentiel circule parmi les hauts responsables. Plusieurs États occidentaux demandent des clarifications rapides sur l'activité minière et l'origine des anomalies observées. Le ton officiel reste poli, mais la pression est explicite. À 9 heures, l'armée reçoit l'ordre de sécuriser les routes menant au principal site où se trouverait le gisement identifié par les équipes géologiques burkinabées. Des barrages apparaissent, silencieux, méthodiques, sans aucun signe extérieur de montée en tension. Ce simple repositionnement militaire suffit à faire basculer la séquence. La confrontation ne porte plus seulement sur une dette, mais sur un territoire, une ressource et une souveraineté. Le Midi marque un point de rupture. Une unité de force spéciale, formée discrètement au cours des derniers mois, est déployée autour de plusieurs installations minières. Sans insigne, sans drapeau, avec pour unique consigne d'empêcher toute intrusion extérieure. À cet instant, le Burkina Faso cesse d'être réactif. Il devient proactif. Le pays ne se contente plus de répondre à un ultimatum. Il redessine les contours même de la confrontation. C'est ici que se manifeste l'empreinte stratégique d'Ibrahim Traoré, déjà perceptible pour les analystes qui suivent les mouvements militaires aussi bien que pour ceux qui observent la scène diplomatique. Dans les rues de Ouagadougou, l'atmosphère change rapidement. Les radios communautaires relaient les premières analyses, mêlant inquiétude, fierté et prudence. Des commerçants discutent de l'impact sur les prix. Des chauffeurs de taxi commentent les réactions des puissances étrangères. Les conversations tournent autour d'une même idée. Que se passera-t-il si le pays refuse de céder? La dette devient secondaire. C'est la dignité qui domine les échanges. L'après-midi, plusieurs chancelleries africaines et occidentales enchaînent les réunions d'urgence. Les flux monétaires sont analysés.
les risques de contagion régionale évalués. À mesure que les heures passent, il devient évident que l'ultimatum n'a pas l'effet attendu. Au lieu de provoquer l'effondrement prédit, il déclenche un repositionnement politique qui rehat les cartes. Puis vient l'instant décisif. Les écrans de la télévision nationale deviennent noirs quelques secondes, l'image revient et Ibrahim Traoré apparaît, dossier en main, voix posée. Il annonce que le Burkina Faso ne cédera pas. La phrase se répand, traverse les villes, les villages et les frontières. L'affrontement commence vraiment ici. Le point de départ est clair. Avant la crise, la production annuelle d'or avoisinait 80 tonnes et c'est cette baseline qui permet de mesurer la transition en cours. Ce volume représentait environ 14% du PIB national et plus de 70% des exportations formelles, ce qui explique l'intensité de la pression internationale exercée dès la réception du télégramme. Lorsque les opérations minières sont reconfigurées après la nationalisation progressive, la production connaît une baisse temporaire de 18%. Cette diminution reflète essentiellement le temps nécessaire pour réorganiser les sites et sécuriser complètement les infrastructures. Elle n'indique pas un effondrement, mais un ajustement technique incontournable dans un secteur longtemps dominé par des acteurs extérieurs. Le deuxième indicateur marquant porte sur les revenus domestiques, doublés en 3 mois seulement après les premières décisions prises par les autorités. Ce delta inattendu surprend les observateurs extérieurs, habitués à voir les bénéfices miniers se disperser vers des structures étrangères. La disparition des commissions internationales explique cette hausse rapide, car la valeur qui quittait auparavant le pays se retrouve désormais injectée dans les finances publiques. L'explication tient en une phrase. La suppression d'intermédiaires modifie brutalement la circulation de la richesse. Pour les partisans de la ligne défendue par Ibrahim Traoré, ce mouvement représente la preuve tangible que la souveraineté économique peut produire des effets visibles à court terme, même au sein d'un environnement hostile. Le troisième chiffre clé concerne les flux monétaires. 2 milliards de dollars nets avant la rupture contre 2,4 milliards 6 mois plus tard. Ce delta, modeste mais significatif, traduit une réorientation stratégique. Pour comprendre cette progression, il faut analyser le rôle de la double structure monétaire mise en place. Une part croissante des transactions internationales bascule vers le yuan numérique et le BF Coin. Cette combinaison permet de réduire l'exposition au dollar et, dans une moindre mesure, au franc CFA. Le chiffre le plus commenté est d'ailleurs le suivant. 62% des paiements extérieurs échappent désormais au dollar. Ce taux illustre une transition monétaire rapide, opérée malgré la pression diplomatique et la méfiance des marchés. Ces 3 blocs de données forment la charpente analytique de la crise. Ils ne racontent ni une victoire éclatante ni une dérive chaotique. Ils décrivent un pays en mutation, engagé dans un pari risqué mais calculé. Pour les institutions financières internationales, ces chiffres indiquent une résilience inattendue. Pour les gouvernements voisins, ils constituent un signal stratégique montrant qu'une résistance coordonnée, même partielle, peut produire des effets économiques concrets. Pour les soutiens d'Ibrahim Traoré, interrogés dans divers médias régionaux, il représente surtout la démonstration qu'un modèle alternatif, encore imparfait mais viable, commence à émerger au cœur même du Sahel. Ainsi, les données disponibles ne révèlent pas seulement l'état d'une économie sous pression. Elles montrent également un déplacement progressif du centre de gravité où le Burkina Faso tente de transformer une décision politique en trajectoire durable. La crise demeure fragile, mais la structure ne s'effondre pas. Les chiffres rappellent que, malgré les risques, le pays avance. Deux lectures opposées émergent rapidement lorsque les premiers effets de la rupture deviennent visibles. La première, portée par une partie des analystes financiers occidentaux, affirme que le Burkina Faso s'engage dans une voie dangereuse.
Selon cette approche, l'isolement diplomatique affaiblit la capacité d'importation et ralentit la modernisation des outils industriels. La baisse de 12% des réserves de change, souvent citée dans ces cercles, serait l'un des premiers signes d'un système sous tension. Ils soulignent également les difficultés d'approvisionnement en machines, l'augmentation du coût énergétique et la lenteur des chaînes logistiques. Pour eux, une économie déjà fragile pourrait subir une contraction durable si les pressions extérieures se renforcent encore. Dans cette logique, la décision politique, bien que cohérente du point de vue symbolique, risquerait de provoquer une vulnérabilité persistante. La seconde lecture, relayée par plusieurs économistes africains, adopte une perspective inverse. Dans cette vision, les perturbations actuelles représentent des cicatrices nécessaires. Le ralentissement des importations, les tensions énergétiques et les ajustements institutionnels seraient les conséquences attendues d'une réappropriation longuement différée. Ces voix insistent sur le fait que 60 années de dépendance économique ont installé un système où la valeur créée quittait largement le continent. Elles interprètent donc la disparition des commissions étrangères, la stabilité du système bancaire local et l'essor des revenus domestiques comme les premiers marqueurs d'une transition assumée. La hausse rapide des ressources internes n'est pas perçue comme une anomalie, mais comme l'effet mécanique d'une souveraineté qui se réactive. La réponse la plus solide, appuyée sur les données disponibles, se situe pourtant entre ces deux pôles. Oui, le pays souffre. Les chaînes d'approvisionnement sont ralenties, l'énergie coûte plus cher, l'incertitude traverse les institutions. Mais les mêmes indicateurs montrent également une résilience inattendue. La production minière se réorganise au lieu de s'effondrer. Les revenus doublés alimentent les caisses publiques. La transition monétaire limite l'exposition au dollar. Ces éléments, mentionnés dans les analyses régionales comme dans les rapports confidentiels évoqués dans la fuite initiale, dessinent une trajectoire complexe, ni triomphante ni catastrophique. Le pays avance dans une zone grise entre prudence et transformation. La bascule est nette. En quelques jours, ce qui semblait être une confrontation isolée se transforme en dynamique régionale. Plusieurs États du Sahel, longtemps prudents, commencent à calquer certaines décisions économiques sur celles du Burkina Faso. Le Niger propose une aide logistique, le Mali dépêche des conseillers militaires, la Guinée offre un soutien aérien limité. Ce mouvement discret, presque inattendu, modifie immédiatement la géométrie du rapport de force et fissure l'idée selon laquelle un ultimatum financier suffirait à isoler un pays. Sur les réseaux panafricains, la figure d'Ibrahim Traoré émerge non comme un héros consensuel, mais comme un repère stratégique. Le débat se déplace. Il ne s'agit plus seulement d'un pays sous pression, mais d'un test grandeur nature pour une région entière. Les discussions se multiplient autour d'une question simple. S'agit-il d'un acte solitaire de résistance ou du premier geste coordonné vers une redéfinition des hiérarchies économiques du Sahel? Ce midpoint cristallise un message clair. Le Burkina Faso n'est plus seul dans cette équation. Par effet domino, l'ultimatum perd sa certitude initiale et devient un point d'inflexion que les grandes puissances n'avaient pas anticipé. Les conséquences du refus burkinabé ne se révèlent pas toutes au même rythme, mais elles touchent déjà 4 sphères essentielles du pays. Chacune réagit à sa manière, avec son propre degré de tension et de recomposition. Le geste annoncé publiquement par Ibrahim Traoré commence ainsi à se traduire en modifications concrètes du quotidien, aussi bien dans les foyers que dans les institutions et les dynamiques régionales. Pour ce qui concerne la vie quotidienne des ménages, il apparaît que, dans les quartiers de Ouagadougou comme dans les petites villes du Nord, les familles constatent une hausse du coût de certains produits importés.
Les chaînes d'approvisionnement ralenties allongent les délais d'arrivée sur les marchés, ce qui génère parfois des ruptures temporaires. Pourtant, un phénomène parallèle se développe. Des radios communautaires diffusent sans interruption les messages officiels, encourageant la cohésion et l'autonomie locale. Les ateliers citoyens, eux, débattent de souveraineté économique, signe que la crise ne se vit pas uniquement comme une contrainte, mais comme une transition où chacun tente de comprendre sa place. S'agissant de la dynamique observée au sein des entreprises, on constate que les acteurs économiques vivent une mutation tout aussi significative. Les mines autrefois dominées par des firmes étrangères voient émerger de nouvelles équipes de gestion, désormais appuyées par l'appareil public. Des petites sociétés d'ingénierie locale obtiennent leurs premiers contrats de maintenance et de sécurisation, profitant d'un espace économique jusqu'ici verrouillé. Les difficultés demeurent: coûts énergétiques plus élevés, lenteur des importations et contraintes matérielles. Mais dans l'ensemble, le redéploiement des investissements publics vers les infrastructures et la maintenance crée une dynamique interne qui semblait impossible avant la crise. Pour certains entrepreneurs, ce moment représente une occasion rare de repositionnement structurel. Du point de vue des institutions publiques, il se dégage que, du côté de l'État, les changements sont plus visibles et plus rapides. Le verrouillage numérique des données minières se généralise, accompagné d'un renforcement militaire sur les routes stratégiques. Les revenus internes, dopés par la disparition des commissions étrangères, alimentent de nouveaux budgets publics orientés vers l'agriculture, l'énergie et la défense. Les rapports confidentiels signalent une stabilité bancaire inattendue malgré les pressions diplomatiques. La gouvernance, plus centralisée mais aussi plus réactive, agit comme si chaque décision devait consolider immédiatement les fondations de la souveraineté. Pour les soutiens de Ibrahim Traoré, cette réactivité incarne la transition assumée entre dépendance historique et reprise de contrôle. À l'échelle régionale, il devient clair que la sphère régionale, quant à elle, connaît l'évolution la plus inattendue. Le Mali, le Niger et la Guinée renforcent leur coopération autour du Burkina Faso, créant de fait un bloc solidaire face aux injonctions extérieures. Des discussions émergent sur un marché commun de l'or, sur la circulation des matières premières et sur des projets énergétiques partagés. Ce repositionnement stratégique modifie l'équilibre du Sahel et rebat les alliances traditionnelles. Pour plusieurs analystes africains, cette dynamique représente peut-être la conséquence la plus profonde, un début de réorganisation collective autour d'un pays qui a choisi de résister sans s'effondrer. Ainsi, les répercussions du refus s'étendent au-delà des premières heures de tension. Elles redessinent le quotidien, réorientent l'économie et réagencent les équilibres régionaux. Les prochains mois ouvriront une période d'incertitude intense où chaque décision pourrait infléchir la trajectoire déjà fragile du Burkina Faso. Les données disponibles et les dynamiques régionales permettent néanmoins de tracer trois scénarios probables, chacun marqué par ses propres tensions et ses marges d'évolution. Aucun n'offre de garantie, mais tous reposent sur les tendances décrites depuis l'ultimatum initial. Dans une perspective de stabilisation sous pression, il est envisageable que stabilisation sous pression. En cette configuration, l'économie parvient à se stabiliser malgré les contraintes externes. Les revenus miniers, déjà renforcés par la disparition des commissions étrangères, continuent d'alimenter les investissements publics. La transition vers un usage partagé du yuan numérique et du BF Coin se poursuit à un rythme maîtrisé, limitant la dépendance au dollar sans provoquer de rupture brutale. Les infrastructures bénéficient d'un budget accru et l'agriculture tente de compenser les retards liés aux importations.
La coordination régionale entre pays du Sahel se consolide lentement, créant des espaces de coopération fonctionnels mais encore prudents. Dans une lecture plus optimiste, on peut imaginer que consolidation régionale et essor interne. Dans cette voie, la solidarité du Mali, du Niger et de la Guinée se transforme en véritable partenariat stratégique. Les coopérations minières, énergétiques et sécuritaires gagnent en cohérence. De nouveaux accords avec des puissances non occidentales accélèrent la modernisation des capacités industrielles. Les entreprises locales connaissent une expansion rapide, soutenue par les investissements publics et la réorientation des flux financiers internes. Les dynamiques économiques créent un effet d'entraînement. Le Burkina Faso devient un pôle émergent, capable d'influencer les choix d'autres pays africains cherchant à réduire leur dépendance structurelle. Dans le cas d'un scénario plus sombre, il faudrait considérer que pression renforcée et contraction économique. Dans l'hypothèse où les sanctions s'alourdissent, les flux financiers seraient fortement limités, créant une crise de liquidité. Le BF Coin aurait plus de mal à s'imposer et fragiliserait les transactions internationales. Les importations ralentiraient davantage, les coûts énergétiques grimperaient et la production minière reculerait sous l'effet combiné des blocages extérieurs et des tensions internes. Le mécontentement social progresserait, alimenté par les inégalités et les difficultés quotidiennes. La résilience observée jusque-là serait mise à rude épreuve, révélant les zones les plus vulnérables du système économique. Une recommandation de lecture. Pour comprendre ces scénarios, le public gagnerait à adopter une grille de lecture fondée non sur la certitude, mais sur la capacité d'un pays à transformer une décision de résistance en stratégie durable, dans un environnement où chaque variable demeure instable. Les répercussions de la crise ne s'arrêtent pas aux chiffres, aux rapports confidentiels ou aux manœuvres régionales. Elles prennent surtout forme à travers celles et ceux qui composent le tissu vivant du pays et plus largement du public africain. Trois groupes en particulier perçoivent ce moment avec des sensibilités différentes, révélant la profondeur sociale de la transition engagée. Pour les jeunes urbains, il ressort que les jeunes urbains, dans les universités, les centres culturels et même les espaces improvisés des quartiers périphériques, les débats se multiplient. Pour cette génération connectée, habituée à suivre les discussions internationales en temps réel, la crise agit comme un révélateur. Elle interroge les hiérarchies économiques mondiales, la redistribution des richesses minières et la place réelle de l'Afrique dans l'économie globale. Ce public voit dans la séquence actuelle une occasion rare, celle de mesurer comment un pays peut défendre une position souveraine sans renoncer à l'ouverture intellectuelle et au débat de critique. Pour les travailleurs des secteurs essentiels, il apparaît que les travailleurs des secteurs essentiels. Dans les mines, les transports, les marchés et les services publics, la transition se vit de manière plus concrète. Les fluctuations de prix, la lenteur des importations et la réorganisation des opérations minières influencent directement leur quotidien. Pourtant, beaucoup témoignent d'une résilience prudente. Ils observent la montée des investissements internes, la communication des radios locales et la mobilisation communautaire. Leur préoccupation principale reste la stabilité, mais ils reconnaissent aussi qu'une partie de la valeur créée commence enfin à rester dans le pays. Quant à la diaspora, on observe que la diaspora. Pour celles et ceux installés en Europe, dans les Amériques ou dans d'autres pays africains, l'enjeu dépasse la seule trajectoire du Burkina Faso. Il touche à une question identitaire profonde, la possibilité pour un État africain de redéfinir sa place sans suivre les modèles économiques dominants. Certains y voient une prise de risque, d'autres une expérience indispensable, mais tous comprennent que ce moment crée un précédent inédit,
Ainsi, la crise devient également un miroir où chacun peut questionner sa propre relation à la souveraineté et au changement. Pour transformer une décision de résistance en stratégie durable, le Burkina Faso doit avancer selon une méthode précise, structurée en étapes capables de consolider à la fois l'économie interne, la cohésion nationale et la position régionale. Les actions déjà amorcées dessinent une feuille de route que les prochains mois rendront décisive. C'est dans cet esprit que Ibrahim Traoré inscrit le séquençage des priorités. La première orientation consiste à sécuriser les ressources nationales, ce qui implique que les premières mesures portent sur le verrouillage numérique des données minières et sur la protection physique des sites stratégiques. Les forces spéciales déjà déployées doivent maintenir une surveillance constante. L'indicateur de réussite est simple: aucune intrusion extérieure et un contrôle total des flux d'exploitation. 2. Stabiliser l'économie interne. La hausse des revenus domestiques crée une marge d'action rare. Il s'agit maintenant de canaliser ces fonds vers l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Les résultats se mesureront à la réduction de la dépendance aux importations essentielles et à l'extension des capacités locales de production. Un volet important concerne la réorientation du paysage énergétique, montrant que le projet Sahel Power, encore en phase opérationnelle, vise à diversifier les sources mortes d'énergie, notamment solaire et géothermique. Le succès dépendra de la baisse progressive du coût énergétique et d'une production plus régulière, mesurée par les rapports mensuels des réseaux publics. Le renforcement de l'intégration régionale constitue également un axe essentiel, où la coopération avec le Mali, le Niger et la Guinée ouvre la voie à un espace économique commun. Les indicateurs clés seront la fluidité des échanges, la coordination sécuritaire et la capacité à mutualiser certains projets miniers ou énergétiques. Enfin, la consolidation de la justice sociale se manifeste par le fait que les réformes éducatives, l'autonomie communautaire et un contrôle accru de l'exploitation minière doivent garantir que les bénéfices de la transition profitent réellement à la population. Le suivi s'effectue via les dépenses publiques sociales et l'accès élargi aux services essentiels. Ainsi, la trajectoire repose sur une discipline stratégique continue plutôt que sur un coup d'éclat isolé. Au début de la crise, un détail avait marqué ceux qui se trouvaient dans les mines: le silence soudain, presque suspendu, lorsque les machines furent arrêtées à l'annonce de l'ultimatum. Ce moment semblait alors n'être qu'une pause technique, une respiration forcée dans un pays surpris. Mais à mesure que les décisions s'enchaînent et que les tensions se réorganisent, ce même silence réapparaît comme un motif central chargé d'un autre sens, celui d'une nation qui retient son souffle pour mieux choisir sa trajectoire. Dans les rues de Ouagadougou, ce motif se décline sous d'autres formes. Les graffitis évoquent la dignité, les discussions nocturnes interrogeant la souveraineté, et les radios locales captent ces nuances discrètes. Une inquiétude réelle, mais aussi une détermination qui ne se dément pas. L'image d'Ibrahim Traoré, souvent évoquée dans ces échanges, n'est pas célébrée comme celle d'un héros, mais comme le reflet d'un choix collectif assumé malgré l'incertitude. C'est peut-être là que réside l'essentiel, dans cette capacité à transformer un instant fragile en point d'ancrage. La dignité n'est jamais négociable. Au terme de cette séquence, un constat s'impose. La crise n'a pas seulement déplacé des équilibres économiques ou diplomatiques, elle a révélé une manière différente d'habiter la souveraineté. Les voix venues des quartiers, des mines, des universités et de la diaspora montrent que la question dépasse largement le cadre d'un ultimatum financier. Elle touche à une dimension collective: la capacité d'un peuple à décider de la valeur de ses ressources, du sens de ses choix et de la direction qu'il souhaite tracer dans un environnement incertain. Pour celles et ceux qui suivent cette histoire,
L'enjeu n'est plus de savoir si le Burkina Faso a eu raison ou tort. Il devient plutôt une invitation à réfléchir à la manière dont chaque société peut, à son échelle, reprendre la main sur ce qui lui appartient. C'est une conversation qui se construit, une réflexion que chacun peut prolonger, non par adhésion automatique, mais par volonté de comprendre les dynamiques qui façonnent les rapports de force. Alors, dans ce moment de transition, une question demeure ouverte. Quelle place souhaitez-vous donner à votre voix dans ces transformations?